Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle après-midi de webinaire AWS en compagnie d'Hugo aux manettes. Merci beaucoup Hugo pour l'organisation. Aujourd'hui nous allons parler du sujet DevOps avec une première session sur les outils de déploiement continu et une deuxième session sur les outils d'infrastructure as code avec CloudFormation et compagnie. Alors, pour commencer cet après-midi, en fait, on voudrait d'abord faire un tout petit sondage très rapide. Donc, Hugo va vous afficher la fenêtre pour savoir quel est votre niveau de familiarité avec le DevOps. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour répondre. L'objectif pour nous, c'est de savoir à quelle vitesse on doit aller sur la partie introduction et combien de temps il faut passer sur quelques concepts avant de plonger dans la partie technique à proprement parler. Alors on va vous laisser encore 30 secondes et Hugo me donnera le résultat. Ok, d'accord. Donc la plupart, à peu près une moitié d'entre vous en a entendu parler mais ne pratique pas. Un quart fait de l'intégration continue mais pas plus. Et voilà, on va dire moins de 20%, font du déploiement continu et de l'infra as code. Ok, donc on a quand même, on a quand même une bonne familiarité et pour les quelques personnes qui n'en ont pas entendu parler du tout et pour qui c'est un mystère complet, pas de souci, on va rappeler rapidement les concepts importants. N'hésitez pas à tweeter à propos de ce webinaire, pendant ou après. Ça nous fait toujours plaisir de lire les commentaires et de voir de l'activité sur Twitter au sujet de ces webinaires. Donc vous pouvez utiliser mon compte, le compte officiel AWS, et puis des hashtags comme AWS et DevOps. Voilà, n'hésitez pas, c'est sympa, on apprécie ça. L'agenda de cette première session, donc quelques définitions rapides sur l'intégration continue, le déploiement continu, etc. Ensuite, on va parler rapidement de l'histoire du DevOps chez Amazon.com. Vous verrez que c'est assez intéressant, ils ont rencontré des problèmes que vous rencontrez sans doute encore. Et surtout, les outils dont nous parlerons ensuite sont nés de cette histoire. Ensuite, nous parlerons des services que j'appelle les services code étoile, donc code commit, code pipeline, code build, code deploy, etc. Qui sont donc les outils destinés aux développeurs. Et ensuite, on fera deux démonstrations. Une première démonstration sur un pipeline de déploiement d'une librairie en C. Vous ne pensiez pas voir du C dans un webinaire AWS, vous aviez tort. Voilà, j'ai gagné mon pari, j'ai réussi à en mettre. Et une deuxième démo avec une application web, un Tomcat, une application que vous pourrez tester et qui sera également déployée avec un pipeline. Et puis bien sûr à la fin on répondra à vos questions comme d'habitude et je vous rappelle que les deux meilleures questions, la meilleure question de chaque webinaire, on ne va pas compliquer les règles, la meilleure question de chaque webinaire gagne un cadeau. Hein, n'est-ce pas Hugo? Merci. Très bien, alors quelques définitions pour rappeler de quoi on parle et être bien précis. Donc il y a différents concepts qui sont évidemment liés mais différents. Donc le premier concept que vous pratiquez pour la moitié d'entre vous déjà, si j'en crois le sondage, c'est l'intégration continue. Donc l'intégration continue, c'est un processus technique qui va permettre de compiler, de déployer et de tester sur un environnement donc de test chaque changement de code. Alors, soit chaque changement réellement, chaque commit, c'est l'idéal de pouvoir à chaque commit construire l'application et lui faire passer tous les tests unitaires. Bon, on peut aussi imaginer qu'on le fait une fois par heure, toutes les 2 heures, etc. Mais ce fait de dire au fil du process de développement, au fil de la journée, plusieurs fois par jour et peut-être même à chaque commit, on va construire l'application et lui faire passer tous les tests, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue. Okay, mais ça reste dans un environnement de développement. On ne fait que qualifier une version on va dire de dev. Ce qu'on appelle le continuous delivery, on va un cran plus loin, c'est la livraison en cycle court
de votre application. Alors, là aussi, on peut imaginer qu'on le fait. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle court? Est-ce que c'est toutes les 4 heures? Est-ce que c'est toutes les 24 heures? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Bon, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est certainement pas tous les 3 mois et encore moins 1 fois par an. C'est le fait de dire là aussi, j'amène en production mon application régulièrement et je sais le faire de manière fiable. Parce que évidemment, s'il s'agit de la déployer pour qu'elle ne marche pas, ça, tout le monde peut y arriver. Et à l'aboutissement du continuous delivery, de la livraison continue, c'est ce qu'on appelle le continuous deployment, où là, chaque changement, donc chaque commit, chaque modification de code va aboutir automatiquement et systématiquement à un déploiement en production, en ayant évidemment passé l'étape intégration continue. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire du continuous deployment, où à chaque fois qu'on va faire un changement dans une application, sur un repository, à chaque commit, on va dérouler via un pipeline une intégration continue et un déploiement en continu. Ok ? Et qu'est-ce que c'est que le DevOps du coup? Donc l'intégration continue, le livraison continue et le déploiement continu, c'est vraiment des pratiques, on va dire, techniques qui s'appuient sur des outils et des process techniques. Le DevOps, c'est une approche plus large qui concerne des aspects techniques, mais aussi des aspects humains et des aspects d'organisation, où on va organiser l'entreprise, on va organiser le process de développement autour de la collaboration et de la communication de toutes les parties prenantes, donc les développeurs, les gens des ops, éventuellement les gens de la sécurité, etc., etc. Donc on va vraiment faire travailler tout le monde en même temps et en ayant une obsession de l'automatisation, en utilisant l'intégration continue et le déploiement en continu. Okay, donc 3 pratiques techniques et puis une approche, le DevOps, une approche technique et organisationnelle pour arriver à un processus de développement complètement automatisé. Comment est-ce qu'Amazon en est venu à faire du DevOps? Donc il était une fois Amazon au tout début des années 2000 et Amazon avait déjà connu une croissance très très robuste, était déjà, pour ceux qui s'en souviennent, un très très gros site e-commerce et avait donc développé son site de manière rapide et se trouvait confronté à des problèmes d'application monolithique. Alors, il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas penser que toute l'application Amazon.com était un seul livrable monolithique. Bon, néanmoins, elle était quand même assez monolithique et elle souffrait de dépendances extrêmement fortes entre ces différentes briques. Et par conséquent, il était difficile de déployer réellement des petits bouts de l'application. Et vous imaginez qu'à l'échelle d'Amazon, c'est un gros problème. C'est un problème assez classique qu'on a tous rencontré et qu'on rencontre encore tous. De se dire, bon, j'ai une application et à chaque fois que je change une ligne, je suis obligé de tout déployer et je ne maîtrise pas forcément les effets de bord et je ne maîtrise pas forcément la qualité de ce qui est produit. Et d'un point de vue organisation, ça ressemble souvent à ça, c'est-à-dire des équipes de développement qui travaillent probablement en parallèle, qui font de l'intégration sur une seule appli, qui essaient de résoudre au mieux les conflits, les dépendances, les effets de bord. Et puis qui vont pousser ce monolithe dans un pipeline où l'application va être construite, testée, réalisée, en espérant qu'elle arrive au bout dans un état correct. Mais on sait que malheureusement c'est compliqué à faire. Et souvent le processus de release dans ces cas-là, il ressemble à ça, et bon, c'est une situation que j'ai souvent vécue, où on fait de son mieux, on essaie de livrer ce monolithe en production, mais on ne peut pas dire qu'on maîtrise vraiment ce qui se passe et on ne peut pas dire que si l'application marche, c'est parce qu'on a vraiment fait de bons tests, c'est peut-être juste un coup de bol. Voilà. Et à contrario, il y a peut-être des effets de bord qu'on n'a pas vus et qui vont venir nous exploser à la figure 2 jours après, 1 semaine après. Donc l'objectif, c'est évidemment pas de faire ça, l'objectif c'est de changer complètement l'approche, et c'est ce qu'a fait Amazon, un grand saut dans l'hyperespace. Et donc l'architecture a été complètement refondue et le graphe que vous voyez là, c'est un graphe réel qui date maintenant et qui représente les centaines, pour ne pas dire les milliers de services qui constituent le site d'Amazon. Et donc cette architecture, une architecture orientée autour de services,
qui ont chacun un seul objectif, donc des petits services qui remplissent une seule fonctionnalité, qui communiquent par API, qui sont totalement isolés les uns des autres, et aujourd'hui c'est ce qu'on connaît tous sous le terme de microservices. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le DevOps, c'est pas seulement une approche technique, c'est aussi une approche d'organisation. Et en parallèle de ce changement d'architecture, Amazon a réorganisé aussi ses équipes de développement et a construit ce que vous avez peut-être entendu sous le terme de Pizza Teams. Donc les Pizza Teams, c'est des équipes qui sont suffisamment grosses ou suffisamment petites en l'occurrence pour que 2 pizzas suffisent à les nourrir. Alors bon, il s'agit de pizza américaine pour ceux qui ont déjà pratiqué ça. Donc il y en a parmi vous qui seraient capables de manger 2 pizzas, c'est certain. Mais 2 pizzas américaines, c'est moins sûr. Donc voilà, on va dire en plaisanterie à part, on parle d'équipes de 6, 8, au maximum 10 personnes. On est des petites équipes agiles, capables de concevoir, de livrer et d'opérer le service. Donc pas de distinction entre les gens qui développent et les gens qui opèrent. Voilà, vous le développez, vous l'opérez. Ça permet d'être totalement responsable de la qualité du développement. Ça permet d'aligner les gens de l'équipe sur un même objectif qui est il faut que le service soit livré et il faut qu'il marche. Voilà, et c'est ce qu'on appelle tous maintenant du DevOps. Donc des équipes pluridisciplinaires qui vont aller vraiment de la conception jusqu'à la livraison et au support du service. Et il y a vraiment ces deux aspects à chaque fois dans la discussion. Il y a l'aspect architecture et il y a l'aspect organisation de l'équipe pour faire en sorte que la modularité de l'architecture se traduise aussi par une modularité des équipes finalement. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en parallèle, qui travaillent chacune sur un bout de l'architecture, sur un petit bout de service, pour le coup formellement indépendant du reste, puisqu'il y a des API, il y a un contrat entre ce service et le reste de la plateforme, et tant qu'on ne touche pas au contrat, eh bien, on peut livrer ce service indépendamment des autres. Néanmoins, ça ne répond pas encore à la question de comment est-ce qu'on livre ces services, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces équipes de développement puissent réellement pousser la nouvelle version de chaque service en production indépendamment les unes des autres et que la qualité soit au rendez-vous. Donc Amazon a travaillé sur de nouveaux services avec quelques prérequis importants. Alors bien sûr le self-service, il faut que chaque équipe soit totalement indépendante. Il faut qu'elle puisse travailler en n'ayant pas besoin de qui que ce soit d'autre, qu'elle puisse livrer son service quand elle en a besoin. Il faut que le service ne soit pas lié à une technologie en particulier. Les équipes de développement Amazon peuvent travailler avec différents langages, différentes technos, et il faut que les outils s'adaptent à chaque fois. Il faut que les outils encouragent les bonnes pratiques. C'est bien de prêcher les bonnes pratiques, mais c'est encore mieux quand les outils vous les impose, donc la capacité à effectivement appliquer des tests, la capacité à faire un rollback s'il y a un problème, etc. Donc vraiment à coder des outils qui vont ne pas dévier des bonnes pratiques. Et puis surtout des outils qui sont un petit peu comme dans la logique microservice, des outils qui sont simples, qui font une seule chose, qui font soit du déploiement, soit du pipeline, mais voilà, pas d'usine à gaz, pas d'outil multifonction qui sait tout faire mais mal. Et cette réflexion donc, a mené au développement de différents outils, dont le premier est Apollo. Donc, Apollo, c'est le déployeur utilisé par les équipes de développement Amazon. C'est un déployeur qui marche sans aucun downtime, donc qui va être capable de déployer en continu des changements sur une infra en production sans créer de problème. C'est un service qui évidemment va surveiller la qualité du déploiement en vérifiant que les instances sur lesquelles on déploie continuent à fonctionner. On va gérer les versions et bien sûr on va être capable de gérer les rollbacks pour revenir à un état stable si jamais on a un problème. Le deuxième outil qui a été déployé, c'est un outil qui s'appelle Pipelines et comme son nom l'indique, c'est un outil de déploiement, de livraison en continu qui va permettre aux équipes de développement de construire des process de développement complètement automatisés qui, du commit jusqu'au déploiement en prod, eh bien, vont passer les étapes de validation du pipeline, une par une, toujours dans le même ordre, donc sans intervention humaine, sans risque d'erreur humaine et de manière complètement automatisée, donc plus vite que ce qu'une équipe humaine pourrait faire.
Et cet outil aujourd'hui, il est utilisé par plus de 90% des équipes de développement Amazon. Donc voilà, on a vraiment réussi à le généraliser et à le faire utiliser par tout le monde. Ce qui est l'objectif, hein, puisque évidemment, si la moitié de vos équipes n'utilisent pas d'outils de déploiement continu, vous avez beau avoir une architecture en microservices, vous allez avoir des problèmes d'intégration et des problèmes de livraison. Et donc une fois ce problème d'outillage réglé, maintenant on arrive vraiment à une organisation de développement DevOps avec de la conception jusqu'à la livraison, la capacité à livrer complètement en parallèle, complètement indépendamment des autres services, en ayant des tests à chaque étape et donc une agilité de développement et une qualité de développement très supérieure à ce qu'on avait auparavant. Ce qui donne quoi chez Amazon, avec des milliers d'équipes et une architecture en microservices et donc de la livraison en continu, et bien sûr différents environnements de dev et de test et de prod, etc. On arrive à un chiffre de 50 millions de déploiements par an, ce qui fait à peu près un déploiement et demi par seconde. Ce qui veut dire que voilà, entre maintenant et le moment où je vais finir cette phrase, il y aura eu à peu près 5 à 6 déploiements sur le site e-commerce Amazon. Voilà, c'est un chiffre qui est relativement récent, je suis sûr que maintenant on l'a encore dépassé, mais vous voyez à quelle échelle on est capable de scaler les processus de déploiement lorsqu'on a la bonne organisation et surtout les bons outils. Alors ce chiffre-là, il est assez ahurissant. Enfin, voilà, on a l'impression que le site Amazon ne change pas tant que ça finalement depuis des années. Et en fait, voilà, toutes les secondes quasiment, vous avez une modification qui a été faite sur une page quelque part ou sur un back-end quelque part. À chaque seconde, il y a une modification sur les sites retail. Donc c'est dément et c'est impressionnant. Maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on peut amener ce niveau d'agilité et ce niveau de qualité à tout le monde. Tout le monde n'est pas Amazon, tout le monde n'a pas le nombre de développeurs qu'est Amazon. Et donc l'idée vraiment d'AWS, ça a été de se dire on voudrait faire profiter tous nos clients, du plus petit de la plus petite organisation à la plus grosse organisation. On veut les faire profiter de ces outils et de l'agilité et de la robustesse qu'ils vous proposent. Et donc on est reparti d'une certaine manière de l'expérience d'Amazon et on a développé un certain nombre de produits dont je vais parler aujourd'hui qui s'appellent donc Code Pipeline pour construire des pipelines composés de différentes étapes. Donc une étape source où on va aller chercher des sources, les sources de l'application tout simplement. Et là on a développé un service qui s'appelle Code Commit qui va permettre d'héberger vos sources. Un deuxième service qui va construire l'application, la builder, qui s'appelle Code Build, qui est relativement récent, qui a été annoncé à reInvent en décembre. Et puis Code Deploy qui va faire le déploiement sur vos instances. Alors bien sûr, ça serait présomptueux de penser que seuls ces services seront utilisés. On sait très bien que vous avez tous déjà des outils d'intégration continue, de déploiement continu, pas forcément complètement intégrés à 100%, mais vous avez déjà évidemment GitHub, vous avez déjà Jenkins, vous avez déjà CircleCI, etc. etc. Et tous ces outils qui sont présents à l'écran sont intégrables dans les pipelines de déploiement, de code pipeline. Donc on verra tout à l'heure dans ma démo que je vais chercher mes sources dans GitHub, que je les build avec Jenkins et que je fais le déploiement avec Code Deploy. Donc vous pouvez faire, si vous partez de zéro, vous pouvez pourquoi pas utiliser la suite complète d'outils AWS. Et si vous avez déjà des serveurs d'intégration continue et de déploiement continu, vous pourrez les intégrer dans les pipelines. C'est important de vous laisser évidemment cette liberté et de ne pas vous obliger à tout reconstruire. Alors quelques mots sur les services avant de passer à la démo. Donc Code Commit, c'est tout simplement un environnement Git managé. Donc avec Code Commit, vous pouvez créer des repositories Git à l'intérieur de votre infra AWS. Les données et les objets vont être stockés dans S3. Ils vont être chiffrés avec KMS. Et bien sûr, vous profitez de la scalabilité, de la haute dispo et de la durabilité d'S3. Donc l'avantage de Code Commit, c'est qu'il est au plus proche, vos repositories vont être au plus proche de l'infra.
Vous avez de la haute disponibilité, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres repositories, qu'ils soient en SaaS ou qu'ils soient hébergés sur votre infra. Et c'est quand même important d'avoir de la haute dispo sur ses sources, hein, si on veut déployer à partir de là. Voilà, donc CodeCommit va vous amener ça, le côté fiable, hautement disponible et très sécurisé au sein de votre infra. Et donc vous pourrez faire vos déploiements directement à partir de CodeCommit. Le deuxième service, c'est CodeBuild. Donc je l'ai dit, il a été lancé à re:Invent. Pour l'instant, il ne propose que des environnements de build Linux. Il est fort probable qu'on supporte des environnements Windows dans un futur proche. Ce sont des environnements qui sont complètement managés, donc on le verra tout à l'heure, hein, vous n'avez pas à créer votre propre infrastructure, vous n'avez pas à démarrer d'instance EC2 pour faire le build, vous créez un environnement de build et puis le service lui-même va provisionner tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez récupérer vos sources dans GitHub, dans S3 directement, un fichier zip ou dans CodeCommit. Vous pouvez builder avec une image qu'on vous fournit dans différents environnements, Java, etc. On va voir la liste. Voilà. Si cette image ne vous convient pas et que vous avez un process de build particulier, vous pouvez fournir un container Docker que CodeBuild va utiliser pour construire votre application. Comment est-ce qu'on fournit les commandes de build? Alors, soit vous les donnez en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez créer un environnement de build dans la console directement et rentrer vos commandes, soit vous les donnez dans un fichier de configuration que vous allez committer dans vos sources et qui va être lu par CodeBuild pour effectuer le build. C'est cette solution-là qu'on utilisera tout à l'heure. Voilà, et c'est un service managé où le prix se fait à la minute de build. Voilà, on commence à 1,5 cent par minute. Il y a différentes tailles d'environnement. Mais vous voyez que bon, c'est évidemment plus économique que de maintenir plusieurs instances EC2 pour gérer vos propres environnements de build. CodeDeploy, comme son nom l'indique, c'est le déployeur, donc il va prendre des applications versionnées. On verra comment on les intègre dans le pipeline tout à l'heure, donc des artefacts versionnés, et puis il va les déployer sur ce qu'on appelle des groupes de déploiement, qui vont être un ensemble d'instances EC2, qui peuvent être sous Linux ou sous Windows. Et on peut également faire du déploiement sur des serveurs externes à AWS, sous réserve d'y avoir installé l'agent. Donc vous pourriez utiliser CodeDeploy pour faire du déploiement sur vos serveurs on-premise. Pourquoi pas. CodeDeploy supporte également les groupes d'autoscaling. Donc vous pouvez soit déployer sur des instances EC2 créées, on va dire, on-demand de manière traditionnelle, soit sur un groupe d'autoscaling. Ce qui est intéressant, parce que vous ne connaissez pas forcément à l'instant T la taille du groupe d'autoscaling, mais voilà. CodeDeploy va se débrouiller, il va trouver toutes les instances qui font partie du groupe et les déployer. Qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 50, il les trouvera toutes et il les déploiera toutes. Depuis peu, on est capable de faire des déploiements Greenblue, qui est une technique de déploiement assez populaire, qui consiste en gros à, au lieu de faire une rolling upgrade, au lieu de faire un déploiement instance par instance, on va dupliquer le groupe de déploiement. Donc on va créer un deuxième groupe de déploiement qui fera la même taille. On va déployer sur ces nouvelles instances la nouvelle version. On va vérifier que tout marche correctement. Et si tout marche, eh bien on basculera finalement la production vers ce nouveau groupe. Et puis on détruira l'ancien groupe. Okay, donc ça maintenant c'est intégré dans CodeDeploy et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que ce service ne coûte rien. En tout cas lorsque vous déployez sur EC2, il ne coûte rien, donc vous pouvez l'utiliser sans avoir quoi que ce soit sur votre facture, ce qui est toujours agréable. Et puis le dernier service dont je vais parler avant la démo, c'est CodePipeline. Donc, comme son nom l'indique, il va vous permettre finalement de relier toutes les étapes qu'on a vues auparavant. Vous allez créer un pipeline avec des différentes étapes, une étape source qui va récupérer les sources et qui va les copier dans S3, dans un bucket que CodePipeline va créer automatiquement. Une étape de build qui va compiler l'application ou la packager et puis dérouler les tests et remettre cet artefact donc, de build dans S3 et puis CodeDeploy où votre déployeur va ensuite déployer sur un environnement de bêta, un environnement de test sur lequel vous ferez d'autres tests. On peut ajouter une étape d'approbation, je le ferai dans la deuxième démo, une étape d'approbation manuelle, ce qui peut être indispensable dans certains environnements.
puis ensuite, on pourrait, après cette étape d'approbation manuelle, faire un déploiement en prod sur, sur un groupe de déploiement qui compose votre production. Voilà, donc différentes étapes, source, build, test, deploy, invoke, on peut appeler des fonctions lambda également pendant le pipeline, et puis approve. Donc vous pouvez utiliser soit les outils code étoile, soit vos fameux outils externes, vos Jenkins, GitHub, etc. L'avantage du pipeline, c'est que vous allez avoir un process de déploiement qui est rapide, il est entièrement automatisé, il n'y a pas d'intervention humaine, bon, hors éventuellement approbation manuelle, mais a priori pas d'intervention humaine. Il va être cohérent, vous ferez la même chose à chaque fois, et puis il va être traçable, vous avez des logs et vous savez ce qui s'est passé. Donc vous avez un process qui est complètement répétable, release après release, et qui garantit que toutes les étapes ont bien été respectées dans le bon ordre. Et évidemment, si une étape échoue, le pipeline s'arrête. Voilà, et S3 sert de point central pour déposer les sources et pour déposer les artefacts. Combien ça coûte? Pas très cher de mon point de vue, ça coûte $1 par pipeline actif par mois. Voilà, donc comparez ça, idem, avec des solutions où vous avez une instance EC2 qui fait tourner un scheduler ou un outil qui va piloter vos pipelines, qui va orchestrer. Bon, c'est évidemment assez économique. Très bien, bah écoutez, on va passer à la première démo. Donc la première démo, c'est un pipeline tout simple qui est 100% basé sur les solutions AWS. Donc j'ai un repository code commit qui contient des sources en C, que je vais vous montrer, qui contient également le fichier de configuration pour code build, qui est un fichier YAML qui s'appelle build spec, où on va donner tout simplement les commandes de build. Un fichier de config pour code deploy, qui s'appelle appspec, qui explique comment on va faire le déploiement. Si vous voulez voir tout ça, les sources sont dans mon repo code commit, mais elles sont aussi sur GitHub. Voilà, donc vous pouvez aller voir tout ça. Donc ça, c'est l'étape de source. L'étape de build, donc c'est code build qui va récupérer les sources, se baser sur les commandes qui sont dans la build specification et construire la librairie. Puis dérouler les tests unitaires qui sont faits avec CUnit, qui est une librairie de tests unitaires en C assez classique. Et puis si le build est réussi, eh bien on va faire le déploiement avec code deploy. Là, pour rester simple, je vais déployer sur une seule instance et je vais déployer mes binaires dans USR local lib. Ok, alors on va quitter les slides. On va passer là. Voilà, alors j'espère que la police est suffisamment lisible. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire à Hugo et j'augmenterai la taille. Voilà, bon, je commence et puis si c'est trop petit, vous me direz. Ok. Très bien, donc ça va, ok, merci pour les infos, ça a l'air d'aller. Oui pardon, peut-être juste avant ça, je vais vous montrer le repo. Donc on va regarder rapidement, on va faire comme ça sera plus facile. Donc code commit, code deploy, code build, on regardera S3 rapidement, et il m'en manque un évidemment, code pipeline. Voilà. Ok, et on est bien dans la région Irlande, donc ça va. Voilà. Donc là j'ai mon repo dans code commit. Ok, donc j'ai mes sources en C, et puis j'ai mes deux fichiers de configuration qui sont les deux points importants ici. Donc j'ai mon buildspec.yaml, voilà, qui est assez simple, donc là je pars sur un environnement de build qui est un environnement Linux de base, Ubuntu, j'ai pas besoin de plus. Excusez-moi, donc j'installe ma librairie de tests unitaires, et puis j'ai mon étape de build. Mon étape de build, tout simplement, elle va utiliser un makefile qui est contenu dans les sources, elle va construire la librairie statique, la librairie dynamique, puis elle va compiler les tests unitaires. Voilà. Ensuite, j'ai une étape post-build, okay, qui va exécuter les tests, tout simplement.
Et c'est tout. Voilà. On a d'autres étapes, on peut avoir des étapes de validation, etc. Mais là, en l'occurrence, ça me suffit. Donc vous voyez, tout ce que j'ai à fournir, c'est ce fichier de configuration. Et puis lui dire les artefacts, donc les résultats finalement, le résultat de ce build, c'est les deux librairies, hein, ce qui doit être packagé et livré dans S3 pour code deploy ensuite. Donc il y a mes deux librairies, le fichier de configuration de code build, de code deploy, excusez-moi, code deploy, donc qui va servir à faire le déploiement. Et puis j'ai un petit script qui est appelé par le deployer. Et voilà, donc on part des sources, on build et on livre les librairies et le fichier de déploiement et le script qui va servir à faire le déploiement. Ok ? Donc le code build, je pourrais l'appeler, je l'ai configuré là, je pourrais l'appeler à la main. Hein. Vous voyez là, il y a une série de builds qui ont déjà réussi. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que voilà, je build sur un Ubuntu, j'ai pris un petit environnement, pas puissant mais j'ai pas besoin de plus. Voilà, on peut aussi faire du code build à la main, on n'est pas obligé de passer directement dans le pipeline. Ok ? Alors ce pipeline, à quoi il ressemble ? Donc donc ça c'est code pipeline, ce que vous voyez là. J'ai donc mon étape source, okay, qui va donc dans mon repository code commit et qui va extraire la branche master donc du repo data structures et qui va stocker dans un bucket S3 un artefact qui contient les sources qui s'appelle myApp. Alors vous pouvez le voir, hein, le bucket il va s'appeler code pipeline quelque chose, il est là. Voilà. Ok, et donc si je regarde là-dedans, en fait, alors ça saute pas aux yeux, mais en fait chacun de ces fichiers-là, c'est un zip qui contient mes sources. Ok, donc là c'est tout simplement le résultat du git pull qui a été fait par CodeBuild et qui est donc stocké qui a été fait par CodePipeline, pardon, il faut que j'y arrive, par CodePipeline et qui est donc stocké dans S3. Ok, donc ça finalement c'est toutes les versions de sources successives qui correspondent à tous mes builds successifs. Donc l'étape de build, voilà ce qu'elle fait. Okay, elle récupère les sources dans code commit, elle les zip et elle les copie dans S3. Et ça c'est un artefact donc, qui s'appelle myApp avec un nom. Ensuite, j'ai une étape de build qui est faite par CodeBuild. Donc on voit, il va prendre comme artefact d'entrée myApp. Et il va produire un artefact de sortie qui s'appelle myAppBuild et qui va être donc le binaire qu'il a produit. Un zip qui contient les binaires. Hein, tout à l'heure, on a vu à l'instant myApp qui contient les sources zippées et de manière symétrique. myAppBuild, ici, donc ça, c'est un fichier zip qui va contenir les artefacts que j'ai demandé à CodeBuild de produire, donc les deux librairies et puis les fichiers de configuration pour le déploiement. Ok ? Très bien. Et puis une fois que le build est terminé, j'ai une étape de deploy, donc qui prend comme artefact d'entrée myAppBuild, ce que je viens de vous montrer, et qui va le déployer donc sur un groupe de déploiement que j'ai appelé Data Structure EC2, qui est configuré dans Code Deploy. Et donc c'est ça qui va faire la livraison de ma librairie. Et donc si je vais dans le Code Deploy, j'ai créé une application qui s'appelle Data Structure, voilà, et un groupe de déploiement donc, qui s'appelle Data Structure EC2. Alors c'est une notion qui a l'air compliquée, le groupe de déploiement, mais en fait, si vous regardez cette ligne ici, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de déploiement ? C'est un ensemble d'instances EC2 qui ont un tag, déclaré. Voilà. Donc tout simplement, pour qu'une instance EC2 soit dans ce groupe de déploiement, il faut qu'elle ait un tag qui s'appelle Deployment Group, qui est la valeur Data Structure. Ok ? C'est tout. Donc c'est vraiment pas une configuration compliquée et ça permet facilement d'ajouter ou d'enlever des instances dans un groupe de déploiement. Okay, une fois de plus, pour qu'une instance soit dans un groupe de déploiement, il suffit qu'elle ait été taguée conformément à ce que vous avez déclaré à la création du groupe de déploiement. Okay, et puis là, je vais voir évidemment un peu d'historique. Voilà, je vois les différentes révisions qui ont été déployées. On a accès à des logs, on a accès à pas mal de choses.
Okay. Donc vous voyez, c'est pas des concepts très compliqués. Et le truc qui est sympa, c'est qu'en fait ce pipeline, on peut l'éditer complètement comme ça, graphiquement. C'est-à-dire que si j'avais envie de rajouter un stade de déploiement ici, ben je ferais un deploy, si j'avais envie de faire un deploy prod, ben je ferais comme ça, je choisirais ici une action de déploiement, je dirais tiens je vais faire un déploiement avec, pourquoi pas, tiens CloudFormation, etc. etc., etc. Okay. Donc vous pouvez, bien sûr, vous pouvez créer les pipelines en API ou en SDK, enfin comme d'habitude. Mais pour commencer, pour expérimenter, le plus simple c'est sûrement de le faire comme ça. C'est sûrement de les créer à la main, de les enchaîner comme ça. Et vous allez voir, ça se fait vraiment, littéralement en 5 minutes. Et vous pouvez ensuite commencer à vous en servir. Okay, donc voilà les notions sur le pipeline. Donc code commit pour les sources. Code build pour la compilation, code deploy pour le déploiement sur une instance EC2, et que j'ai déjà créé, et bien code pipeline pour orchestrer le tout. Ok. Donc on va vérifier, oui, mon instance EC2 est là. Voilà, donc ça, là j'ai une instance avec mes sources, on va faire une petite modif, et la voici, voilà, là je suis sur l'instance de destination, donc qui doit recevoir le build. Bon, donc on va éditer un truc, on va prendre un fichier au hasard, voilà, on va rajouter un commentaire, hein, on ne va pas se lancer dans du codage en C pendant le webinaire, voilà. Ok, donc je fais un changement dans un fichier, je vais le committer. Ok, voilà. Donc ça, ce repo là, donc je peux le pusher sur GitHub, c'est la version que vous pouvez voir, et je peux aussi le pusher sur code commit. Donc là, mon pipeline, il est configuré sur code commit, donc c'est évidemment là que je vais le faire. Ok. Voilà, donc là j'ai poussé mon changement. Donc je dois le voir. Si je vais dans mon repo, voilà, je vois que j'ai rajouté un commentaire stupide, je dois pouvoir voir le commit. Voilà, ok, donc tout va bien. Vous voyez, c'est du Git après, hein, vous utilisez vos outils standards. Voilà. Moi je trouve que code commit est sympa, ça permet d'avoir des repos privés, protégés, hautement disponibles, et bon, tout en faisant du Git comme d'habitude. Et donc, normalement, ceci doit provoquer le réveil de mon pipeline, qui va attendre peut-être quelques secondes avant de le faire. Donc il y a un hook, hein, il y a un hook sur le repository qui est configuré automatiquement. Et voilà, donc on voit ici, okay. Voilà, vous le voyez, in progress. On va peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, ce qui se passe tout simplement, c'est que code commit code pipeline pardon, a été notifié du changement de mon commit dans code commit, et donc il exécute automatiquement l'étape source. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un git pull, et donc il va rajouter on devrait le voir là, il est en train de rajouter, d'extraire les sources. Alors elles sont pas triées par date, mais on l'a vu arriver là, ça doit être celui-là, 16h14. Voilà, donc là il vient de faire le pull, il a zippé les sources, et code pipeline va dire ok c'est bon, voilà, succeeded, ok, on vient de le voir à l'instant, et donc automatiquement il enclenche sur l'étape de build. Donc on va essayer de la suivre,
on va fermer ce machin là. Donc là j'ai un build in progress. Ok, alors bien sûr, donc vous pouvez aller chercher les artefacts donc dans le bucket S3, puis vous avez les logs. On va essayer de les afficher, on va voir ce qui se passe. Donc ça c'est évidemment indispensable pour pouvoir débugger son build. Alors il faut attendre un tout petit peu que les logs arrivent. Ils arrivent dans CloudWatch Logs. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Et donc là je vois... on va le faire comme ça, c'est mieux. Ok, donc là finalement je vois les étapes de mon build. Ok, donc je vois il est en train de faire le apt get update, etc., etc. Il a installé cunit et il est en train de compiler. Donc là je vois les commandes de mon makefile. Ok, voilà, on les voit ici. Donc là il a compilé la partie statique, là il fait la librairie dynamique, etc., etc. Donc ça c'est vraiment génial parce que évidemment si le truc vous dit build failed et vous donne pas plus de détails, c'est agaçant pour ne pas dire plus. Ok, donc le build devrait pas tarder à être fini, voilà, terminé. Donc il a duré 1 minute et 16 secondes, donc ça m'a coûté, je sais pas, donc un demi-cent, c'est ça, c'est ce qu'on a mis, à peu près. Et donc ensuite on va passer la main à, donc là il doit être en train de copier les artefacts dans S3. Voilà, 16h16, 44, ça doit être ça. Ok. Et donc ensuite il va passer la main à code deploy. Voilà, je vais recharger la page parce que parfois le JavaScript n'est pas hyper réactif. Ok, donc là il a fini le build. Et donc maintenant il va passer la main à code deploy qui va faire le déploiement. Donc on va aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. On va recharger la page. Voilà, et là je vois que j'ai un déploiement en cours. Ok. Et donc ce déploiement, c'est tout simplement copier mes 2 librairies dans USR local lib. Pas de déploiement très compliqué. Voilà, donc mon deploy est en cours. Et si je vais voir sur l'instance, qui est, on a dit celle-là, oui. Alors, est-ce qu'on les voit arriver? Oui, ça doit être ça. Il y a un décalage d'1 heure parce que mon instance doit être en UTC. Et voilà, donc là j'ai mes 2 librairies qui ont été compilées et qui sont livrées au bon endroit. Voilà, tout ça en ayant fait juste un commit. Ok? Et le pipeline doit être terminé. Voilà, il traînaille encore un petit peu. Voilà, succeeded en temps réel. Ok? Donc voilà un exemple de pipeline tout simple. Complètement basé sur les outils AWS et que vous pouvez reproduire en 5 minutes chrono. Aucun problème. Alors on va regarder un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. On va aller vite. Hop. Donc c'est une démo qui est basée sur un post de blog que j'ai enrichi, que j'ai complété. Mais voilà, donc il y a un template CloudFormation là-dedans que vous pourrez utiliser pour reproduire cette démo. Donc l'idée là c'est la suivante. Donc là j'ai un repo qui est dans GitHub qui contient donc une petite app Tomcat. Je vais la builder avec Jenkins. Je vais la déployer sur un environnement de dev qui est composé d'une seule instance. Je vais avoir une phase d'approbation manuelle parce que j'ai envie de regarder ce qui se passe, j'ai envie de faire des tests peut-être complémentaires, et puis ensuite je vais déployer en prod sur un groupe de 4 instances. Donc ça ressemble à ça. Donc j'ai une première instance de dev qui s'appelle dev.julien.org qui doit être tournée, vous pouvez essayer de vous connecter dessus. Et puis j'ai un groupe de déploiement. Qui contient 4 instances qui me servent à faire donc, la prod avec un load balancer devant. Et j'ai une instance EC2 qui fait tourner le Jenkins. Ok? Donc on prend les sources dans GitHub, on les passe à Jenkins, il les build, il les passe à Code Deploy qui fait un premier déploiement sur cette instance de dev. Ensuite, une approbation manuelle où je vais recevoir un mail. Et puis ensuite, si j'approuve le déploiement, on fera le déploiement de la prod. Ok? Vous avez le schéma en tête?
Donc là on doit déjà avoir, on doit avoir les environnements qui tournent. Ouais, c'est une belle application de costume pour chien, c'est magnifique. Voilà, ça c'est donc le dev. On voit qu'il n'y a qu'une instance qui est là. Hein. Et puis j'ai prod.julien.org. Vous pouvez vous connecter, hein, c'est ouvert depuis Internet. Où j'ai 4 instances. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit changement. Alors il faut que j'aille sur la bonne instance qui doit être celle-là. Voilà. Là aussi on va faire un changement mineur. On va chercher, le titre. Ça c'est le titre de la page, c'est pas ça. Voilà, ça c'est le titre. Ok, et puis là on va rajouter, voilà, un petit message. Voilà. Et j'ai un clavier bizarre, donc on va pas faire comme ça. Désolé. On va rajouter là un petit message comme ça. Ok. Voilà. Très bien. Je vais committer ça. Et donc je vais vérifier mes repos. Ok, donc là je ne pousse que sur GitHub, très bien. Ah, il faut que je me log, ouais, pourquoi pas. Ok. Voilà, donc là j'ai poussé ce changement dans mon repo. On va aller vérifier. Ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là en effet. Oui, les tests commit, voilà, 39 secondes de go, c'est celui-là. Okay. Donc là, j'ai poussé le changement et là, idem, j'ai un hook qui va. Donc là, je vais changer de région parce que cette démo est dans UAssist. Voilà. Et donc ce changement, si le pipeline veut bien se réveiller, doit être détecté comme tout à l'heure finalement, et puis on va suivre les différentes étapes. Voilà, c'est parti. Donc exactement le même principe que tout à l'heure. Hein, la seule différence, c'est que cette fois, vous voyez, je prends mes sources dans GitHub, dans le repo dont le nom est là. J'ai autorisé la connexion à ce repo, etc., etc. Et puis ensuite, je vais construire avec Jenkins, et livrer en bêta, etc., etc. Okay. Donc on va laisser ça se dérouler, et puis ensuite on conclura et on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions comme d'habitude à Hugo, hein, qui est en train de les trier. Voilà, donc la phase de source est complète. On va avoir le premier build, le build de Jenkins. Et donc tout ça, ça tourne dans EC2, on doit pouvoir le voir là, si on va dans la bonne région. Donc je vois quoi là-dedans? Voilà. Donc je vois mon serveur Jenkins, qui est une instance EC2 installée à la main pour le coup, là, hein. C'est pas un environnement managé code build, mais bon, je veux faire du Jenkins, je fais du Jenkins. J'ai mon instance de dev, donc qui me sert à faire dev.julien.org, et puis j'ai mes instances de prod qui sont là. Okay. Très bien, donc il faut que Jenkins finisse sa petite histoire là. On va regarder, on va surveiller l'environnement de dev, mais là ça me part encore un peu tôt. Ouais, c'est encore un peu tôt. Allez Jenkins.
loin de moi l'idée de dire que code build aurait été plus rapide, mais code build aurait été plus rapide. Mais c'est quand même important d'avoir l'intégration sur tous les outils. Il y a plein de gens qui ont des serveurs, qui ont des environnements de développement déjà installés, déjà configurés, et il n'y a pas de raison qu'on les oblige à jeter tout ça à la poubelle, ça serait stupide. Alors voilà, il a fini. On va faire le déploiement. Donc là, on fait le déploiement. On peut essayer d'aller le voir vite fait si on se dépêche. On va faire le déploiement sur l'instance de dev d'abord, évidemment. Allez, mais non, il est perdu là, je pense qu'il est. Voilà, ça va mieux. Ok, donc j'ai un déploiement en cours ici. Alors le déploiement, c'est déployer le Tomcat, simplement. Donc, si on recharge la page, voilà, on voit que ça y est, le déploiement a été fait, on a bien notre message. Ok. Et donc normalement là-dessus, on doit s'arrêter. On va laisser le temps à CodePipeline de se rendre compte qu'il a fini. Et on doit passer sur une étape d'approbation. Alors je ne vais pas ouvrir mes mails là, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà ce qu'on reçoit en gros. Je vous montre, je l'ai mis dans les slides. Donc on reçoit, alors c'est une notification par SNS, donc on pourrait avoir soit un SMS, soit un mail, soit invoquer une lambda, etc. Bon là j'ai fait un envoi par mail, donc là je reçois un mail qui me dit ça, qui me dit voilà il y a eu une modif sur le pipeline, est-ce que tu veux approuver ou pas. Okay. Donc je ne vais pas ouvrir mes mails, je vais faire l'approbation, s'il me rend la main, je vais faire l'approbation là. Et puis ensuite il va finir le déploiement sur le, on va le laisser finir ça, c'est un peu long. Et il fera le déploiement sur le groupe de déploiement. Alors on peut peut-être, pendant qu'il finit ça, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Alors est-ce que les étapes de pipeline, question de Mathieu, est-ce que les étapes de pipeline peuvent être parallélisées ou est-ce qu'elles doivent se suivre? Alors on peut les paralléliser. Si on édite le pipeline, on peut par exemple si je touche à ça ici, voilà. Je peux ajouter, vous voyez, des actions. Je pourrais avoir deux builds en parallèle, par exemple. Je pourrais avoir un build, je sais pas, un build Jenkins version dev et puis un build Jenkins version profiling ou debug ou je sais pas quoi. Donc à l'intérieur d'un stage, donc à l'intérieur d'une grande étape comme ça, on peut avoir plusieurs actions en parallèle. Ok. Alors il faut surtout que je fasse cancel, là, sinon on va fracasser tout ça. Ok. Alors, on va regarder, je pense qu'il doit avoir fini. Attendez, je vais juste vous montrer la fin de ça. Donc, oui, cancel, parce que, oui, cancel. Voilà, c'est cancel continue, c'est pas tout à fait intuitif. Voilà, donc là, on est bloqué sur l'approbation. Donc là, je vais le faire à la main. Je vais dire OK. C'est bon pour la prod. Approuve. Et donc là, du coup, on va débloquer le pipeline. Et puis, d'ici quelques secondes, il va faire le déploiement sur le groupe de prod, tout simplement. Okay, donc on va le laisser faire ça tranquillement. Puis on va continuer à répondre aux questions. Alors il y a plusieurs questions sur est-ce qu'on peut utiliser code deploy pour déployer sur Lambda. Donc pour l'instant non. Pour l'instant non. Je pense que c'est un roadmap. Mais pour l'instant les seules cibles de déploiement, comme j'ai dit tout à l'heure, sont donc EC2, enfin instance EC2, groupe d'autoscaling ou instance on-premise. Okay, donc malheureusement pas encore de Lambda pour l'instant. Alors, pouvons-nous créer nos propres étapes, appels d'API, scripts, etc. Alors, question de Christophe. Tout à fait. C'est le stage que je ne vous ai pas montré.
Alors je vais allez, on y retourne, edit, pendant qu'il fait son déploiement, puis on va rajouter par exemple là un stage. On pourrait rajouter un stage de notification. Donc on va l'appeler, appelons-le comme ça, tiens, voilà, notif. Et où on mettrait une action invoke. Voilà, je sais pas, on va mettre n'importe quoi, voilà, c'est pas le sujet. Hop, send notif. Voilà. Et là, je peux appeler une lambda. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut tout imaginer. On peut appeler une lambda qui va faire ce que vous voulez. Pas forcément à la fin du pipeline, ça peut être pendant. Les étapes peuvent être à peu près dans n'importe quel ordre. Donc vous pouvez tout à fait customiser des actions comme ça, en appelant des fonctions lambda à n'importe quel endroit dans le pipeline. Vous pouvez avoir plusieurs étapes invoke. Enfin voilà, vous faites à peu près ce que vous voulez. Donc oui, d'ailleurs c'est une idée intéressante pour customiser des scripts et des choses comme ça. Non, c'est cancel, continue. Voilà, je vais y arriver. Ok. Alors, après il y a des questions, je vois des questions sur... Alors PHP, oui, je vais répondre à celle-là parce qu'elle m'amuse. PHP est utilisé par 80% des sites internet, pourquoi vous ne faites pas de démo sur ce langage? Je sais pas. 80% des sites internet codés en 2000. Non, j'aurais pu faire une démo PHP, mais je voulais montrer, j'avais envie de montrer des builds. Donc voilà. Pourquoi pas du C, pourquoi pas du Java? Mais une fois de plus, vous pourriez builder ce que vous voulez. On vous fournit différents environnements et vous pouvez aussi fournir votre container Docker. Donc voilà, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez builder. Mais je n'ai rien de particulier contre PHP, j'ai quelques souvenirs douloureux, c'est tout. Mais, voilà, c'est plus rigolo de compiler du C. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a quelques-unes auxquelles j'ai déjà répondu. Alors, il y a des questions sur le support de Bitbucket. Je vois qu'il y a plusieurs personnes que ça tracasse. Alors, on va regarder. Donc, on va retourner encore dans le pipeline. On va l'éditer. Et donc, dans les actions de source, là, on voit les providers. Voilà, et on a S3, Code Commit et GitHub. Donc, il n'y a pas Bitbucket. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais voilà, si vous voulez Bitbucket, il faut réclamer Bitbucket. Et sans doute, Bitbucket arrivera. Au début, je crois qu'au début, quand on l'a lancé, me semble-t-il, je crois qu'il y avait GitHub et je crois qu'il n'y avait même pas Code Commit en fait, si je me souviens bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison philosophique pour qu'on ne l'ajoute pas. Donc je vous conseille soit de passer par votre account manager pour réclamer Bitbucket, soit si vous n'avez pas de account manager, vous passez par le support AWS, ou vous passez par les forums AWS, ou vous passez par le contact us AWS. Quelle que soit la méthode, et vous réclamez d'avoir un Bitbucket. Et comme toujours chez nous, si suffisamment de gens le réclament, vous l'aurez. Voilà. Alors, il y a des questions aussi sur ECS. Est-ce qu'on peut faire ça avec ECS? Tout à fait. J'ai une autre démo, mais qui est plus compliquée et que j'avais vraiment pas le temps de vous montrer aujourd'hui. Et je voulais plutôt vous montrer des choses, j'ose pas dire de débutant, mais des choses, voilà, plutôt une introduction, où on peut... alors là, il faudra que je change là, voilà, hop. Et donc quand je vais dans le deploy, si je regarde mes fournisseurs de déploiement, donc je peux déployer sur Code Deploy comme je vous l'ai montré, je peux déployer sur Elastic Beanstalk, je peux déployer via Opsworks, Stacks, donc qui est notre chef manager, mais en l'occurrence, je peux aussi déployer sur CloudFormation. Et en fait, c'est comme ça qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va avoir un template CloudFormation qui va déployer les containers sur ECS et on va mettre à jour dans le template CloudFormation la référence de l'image Docker qui est associée au container et on va donc réappliquer le template avec cette mise à jour. Donc on peut tout à fait, je vais essayer de vous retrouver l'article de blog là comme ça à la volée. Je vous le garantis pas. Voilà. Code pipeline, voilà, j'ai mis tous les mots-clés là.
Si les moteurs de recherche sont avec moi aujourd'hui, je vais le trouver. Ouais, mais alors, c'est peut-être pas dans Yahoo. Hein. Ah, quoique, non, je suis une mauvaise langue, regardez, c'est celui-là. Merci Yahoo. Voilà. Donc c'est celui-là. Ok. Continuous deployment to OCS using code pipeline, etc. etc. Et donc c'est ça l'idée en fait, c'est que, je sais pas s'il y a un petit schéma. Voilà. L'idée c'est qu'en fait on déploie, on met toutes les informations sur les containers dans des templates CloudFormation, on les met à jour dans le build et on les réapplique pour refaire le déploiement. Et je l'ai déjà fait, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut déployer sur Beanstalk? Je viens de répondre. Est-ce qu'on peut déployer en autoscaling? Oui, on peut déployer en autoscaling. Question, est-ce que le pipeline se réveille seulement si on push sur master? Non. Vous l'avez vu, hein, je vais revenir dessus. La branche, on va l'éditer là. Voilà. La branche sur laquelle on est... ouais, là, si je touche à ça, il va me déconnecter. Je le vois là. Pardon. Hop. Cancel. Continue. La branche sur laquelle l'étape source se réveille est configurable. Là, j'ai pris master pour pas... J'ai pas de raison de faire autrement. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle branche. Alors, question de Michael, Code Deploy et Code Pipeline sont-ils des outils 100% Amazon ou sont-ils basés sur des outils open source? Alors, Michael, soit vous n'avez pas écouté le début, soit vous êtes arrivé en retard. Donc, Code Deploy et Code Pipeline sont les versions, on va dire, AWS d'outils développés par Amazon. Donc, Code Deploy, c'est la version, on va dire, productisée d'Apollo. Et Code Pipeline, c'est la version productisée de Pipelines. Donc là, vous utilisez les mêmes outils que ceux que les développeurs d'Amazon utilisent. Est-ce qu'on peut remplacer l'étape approval par une étape automatisée? Oui, tout à fait. Là, j'ai mis une étape d'approbation parce que ça m'amusait de faire une étape d'approbation. Bon, d'ailleurs, il a fini son déploiement là. Donc là, on va quand même vérifier. Bon, voilà. Ok, ça a l'air de marcher. On se balade sur les instances. Ok. Il a fini son déploiement. On pourrait imaginer que au lieu de faire que l'étape d'approbation, au lieu de m'envoyer un mail, qu'elle invoque une fonction lambda qui vérifie à son tour que telle et telle métrique de monitoring sont correctes avant de dire oui ou avant de dire non. Oui, l'idée, on est bien d'accord, hein, c'est de faire des pipelines le plus automatisé possible. Donc voilà. Ok. Là, c'était juste pour vous montrer cette étape d'approbation avec un truc un peu concret. Et si vous avez besoin de choses plus compliquées, voilà, invoquez le lambda. Et puis, si vous avez besoin de, je sais pas, d'obtenir l'approbation de 10 personnes, et ben vous codez un truc avec une lambda. Et voilà. Okay. Alors, une dernière question. À quoi j'ai pas répondu dans tout ça? Oui, une question, question de Ludovic qui est intéressante et dont j'ai pas du tout parlé. Évidemment, la question c'est comparé à un GitLab, code commit permet quel genre de stratégie, côté ACL pour les utilisateurs, etc. Donc évidemment tout ça c'est soumis à IAM. C'est-à-dire que la moindre action sur code deploy, code commit, code pipeline, etc., comme d'habitude chez nous, c'est des appels d'API. Et donc vous pouvez autoriser ou interdire ces appels d'API sur tel ou tel pipeline via IAM. Donc vous pouvez interdire à tel utilisateur de committer sur tel repo, vous pouvez interdire à tel utilisateur d'utiliser tel pipeline, etc. Donc on n'est pas rentré dans IAM parce que c'était déjà assez dense, mais évidemment vous pouvez utiliser IAM pour customiser tout ça. Okay. Alors je crois qu'on est presque à court de temps. Donc Hugo va vous afficher le sondage. Tout de suite. Hein, okay. Donc de 1 à 5, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui sont là chaque fois.
Donc 5, c'est la meilleure note. 1, c'est la plus mauvaise. Ne vous trompez pas, parce qu'on reçoit toujours des messages de gens qui disent « Ah, j'ai cliqué au mauvais endroit. Okay. » Donc 5 bien, 1 pas bien. Et puis Hugo insiste pour que je désigne un gagnant, et donc je vais me fâcher avec à peu près tout le monde. C'est sadique. Pourquoi c'est pas toi qui choisis le gagnant Pourquoi c'est pas toi qui choisis le gagnant Eh bien, je vais choisir qui je vais prendre la question de Ludovic sur IAM, voilà, parce que j'en ai pas parlé. Et je ferai pas de commentaire sur GitLab, qui a eu un petit souci récemment. Voilà, on compatit. On compatit. Mais n'oubliez pas IAM, évidemment, pour tout ça. Bien, on a fini. Écoutez, il me reste plus qu'à conclure très très rapidement. Et puis on va faire une petite pause. Voilà, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la capacité finalement à construire de manière automatique des pipelines de livraison continue. Et je vous incite à l'essayer. Faites-le dans la console, n'essayez pas de le faire en API, commencez par le faire dans la console. Essayez de refaire un petit exemple, un peu comme le premier exemple que j'ai fait. Vraiment, vous allez voir, il n'y a aucune complexité. J'ai pas fait de cachotterie. Et vous pouvez faire le source build deploy, vous pouvez le faire vraiment en 5 minutes de manière super simple, en n'ayant aucune infrastructure à gérer et avec des coûts qui sont extrêmement faibles. Voilà, je vous ai mis quelques petits liens pour aller plus loin, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Je vous rappelle qu'on a des user groups, on a créé il y a peu de temps un user group Côte d'Azur, donc si vous êtes dans cette région-là, n'hésitez pas à le rejoindre. J'en profite pour saluer tous les francophones qui sont là, parce que je sais qu'on a de fidèles participants au Canada, en Belgique, etc. Donc salut à vous et merci d'être là. N'oubliez pas que nous avons aussi des webinaires au mois de mars et en avril, donc, avec un Zoom sur EC2 en mars et un Zoom sur les bases de données relationnelles en avril. Vous trouverez tous les détails et sans doute les avez-vous déjà puisque vous êtes inscrit à ce webinaire-là. Mais si vous voulez, allez les reconsulter, ils sont sur le site. Ok ? Voilà, merci beaucoup. On va faire une petite pause de 5 minutes pour reconfigurer nos environnements et puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de l'histoire avec l'infra as code, CloudFormation, Terraform, Troposphère. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite.